Bonjour Pierre. Écoute, je Bonjour suis ravie Marjolaine. de te voir et de voir que tu es installé dans ta maison en Thaïlande, puisque tu vis en Asie et c'est intéressant pour nous, puisque tu es l'un de nos seuls pros à vivre depuis très longtemps en Asie, qui est une région qui intéresse beaucoup nos jeunes. Donc, nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nous nous connaissons depuis le lycée. Mais nous avons eu des carrières assez différentes. Donc, déjà, je voudrais savoir quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux aujourd'hui partager avec un jeune chez Prépavita ou ailleurs. Je pense que, bon, comme tu as dit, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en Asie et l'essentiel de ma carrière en tant qu'entrepreneur. Donc, je dirais, ça aboutit je pense, à un profil assez généraliste. Maintenant, si j'essaye d'être un peu plus spécifique, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est le domaine dans lequel j'exerce déjà depuis plusieurs années. Donc, je pense peut-être pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine-là à des jeunes qui aspiraient à des carrières dans ce secteur. L'entrepreneuriat, je pense, puisque c'est ce que je fais depuis toujours, et dans différents types d'environnements et dans différents secteurs. Donc je pense que là-dessus, je peux peut-être apporter quelque chose. Euh, et puis sur l'Asie également, effectivement. J'ai Et une vingtaine récemment aussi, quand d'années même, au total. les énergies renouvelables, tout ça, c'est quelque chose qui les Ouais, intéresse beaucoup. ouais, ouais. Voilà, dans les énergies renouvelables, effectivement. Maintenant, le challenge qu'il peut y avoir par rapport aux énergies renouvelables, c'est que il y a des spécificités nationales quand même extrêmement fortes, puisque c'est un secteur qui est globalement très soutenu par les États et ce qui crée des variations assez structurantes d'un pays à l'autre. Et je n'ai pas d'expertise particulière dans le domaine sur la France du tout. D'accord, très clair. Très bien. Alors, donc, tu as eu une carrière très entrepreneuriale, mais dans des domaines variés. Quelle expérience professionnelle a été la plus enrichissante pour toi à ce jour? Ça, c'est difficile. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'expériences différentes qui apportent des choses différentes. Moi, je dirais que celle qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que Ah, ça coupe un petit peu. je suis désolé. Bon, Est-ce que, non, c'est est-ce que bon. tu m'entends là? Ouais. Tu m'entends? Je pense que celle qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment appris la résilience, c'est à un moment donné, donc je gérais les implantations en Asie d'un groupe textile et il y avait un partenaire local minoritaire avec lequel il y a eu une énorme bataille juridique et qui s'est terminée par une trentaine de procès. Et ça, je dirais que c'est vraiment c'est une expérience personnellement très enrichissante, très dure, mais très enrichissante. Et je pense que ça, c'est pourquoi j'en parle, même si ça peut paraître un petit peu anecdotique, c'est que je pense que de plus en plus la résilience est extrêmement importante, quelle que soit la voie dans laquelle on se dirige. Et ce genre d'expérience dure, mais très très forte, ensuite permet de passer tellement plus facilement plein d'autres obstacles. Parce qu'une fois qu'on a vécu ça, on est capable de faire. C'est pour ça que je le citerai peut-être comme l'expérience professionnelle la plus enrichissante. D'accord. Mais alors, comme la question d'après, c'était le plus gros ou plus grand challenge professionnel auquel tu as fait face, est-ce que tu en as retiré? J'imagine que Ouais, c'est assez lié. ouais. Donc, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? En quoi ça t'a servi pour la suite? Et voilà. Ça donne une très forte résistance. Enfin, ça permet je dirais, quand on vit ça dans un pays étranger en plus, ça permet quelque part d'avoir un peu peur de rien. Ça permet aussi, parce qu'on n'a pas le choix dans ce genre de situation, de s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. En fait, on se retrouve à combattre essentiellement contre soi-même et avec soi-même. Et c'est un énorme, comment dire, c'est un énorme enrichissement sur sa résilience, vraiment sa résilience, ses forces internes. On va pousser jusque dans les dernières réserves, parce que c'est très Alors, dur, est-ce que ça tu dure peux des nous années plonger chez un peu dans l'instant.
Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans le contexte? Parce que j'ai du mal à, ou je pense que les jeunes vont avoir du mal à Ouais. comprendre quelle était la. Tu nous Oui, dis en fait, un prestataire, un fournisseur, des conditions locales, une bataille juridique avec plus de 30 procès, mais qu'est-ce qui s'est ouais, réellement non, en fait, passé ou ou comment est-ce que toi, tu as eu un en rôle fait, particulier? c'est un groupe textile européen qui avait décidé de s'implanter en Asie, donc d'implanter des usines de fabrication de dentelle. C'était le métier de la dentelle. Et donc, à l'époque, c'était associé avec un partenaire thaïlandais qui était minoritaire, mais qui permettait, comme c'est assez classique dans ce genre d'implantation, par sa connaissance locale, d'aller beaucoup plus vite dans l'implantation. Et il s'est trouvé qu'à un moment, au fil des au début, le partenariat fonctionnait très bien. Et tout d'un coup, le partenaire thaïlandais a eu des velléités d'essayer vraiment de mettre la mainmise sur l'ensemble du groupe, avec des méthodes qui allaient très largement jusqu'à des méthodes de voyous. Et donc, là, il a fallu lutter contre ça. Donc, c'était procès sur procès de la part du partenaire minoritaire, pour des raisons assez souvent futiles. Et moi, donc, j'étais le directeur général de l'entité. Je travaillais bien évidemment pour le compte du partenaire majoritaire. Et j'étais en première ligne, je dirais, pour gérer cette situation. Et au final, D'accord. se débarrasser de ce partenaire. Ça a fonctionné? Ah bah, ça a fonctionné, mais c'était Ok. dur. Et ça, enfin, ça a fonctionné entre guillemets. C'est comme quand on gagne une guerre, on peut toujours se demander à quel point ça valait la peine ou pas. Mais on a gagné la guerre. Très bien, ok. Et alors, à l'inverse, peut-être une expérience dont tu es très fier, certainement l'une de tes créations d'entreprise, mais ou peut-être que tu peux nous parler de la création de ton entreprise dans l'intelligence artificielle, puisque c'était il y a quand même assez longtemps. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais quand tu as créé, toi, Data, c'était quand même très. L'exploitation de l'intelligence artificielle était très récente, en France en tout cas. Bah, en fait, pour nous, l'intelligence artificielle, ça a été une orientation stratégique d'une entreprise existante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait des prestations diverses et variées depuis nos centres de prestations de services qui sont basés à Madagascar et aux Philippines. C'est des prestations de back-office diverses et variées. Et à un moment donné, donc il y a environ 4-5 ans, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un axe beaucoup plus fort et à plus forte valeur ajoutée et vraiment de s'orienter là-dessus et je dirais d'avoir un très très fort développement là-dessus. Donc on a vraiment scanné de façon assez systématique nos options. On a pris par exemple tous les articles récents de Harvard Business Review, McKinsey Quarterly, etc., pour essayer de détecter quelles étaient les tendances du futur, donc de manière à les identifier et puis ensuite à les passer au crible de nous, nos compétences. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des secteurs donc, très innovants sur lesquels on pourrait se positionner? Et c'est de cette façon-là qu'on a identifié l'intelligence artificielle. La raison étant que ce qu'on avait identifié, c'est que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut qu'il y ait de grosses quantités de data qui permettent de nourrir ces algorithmes pour les entraîner. Et comme la data, c'était vraiment un métier sur lequel nous étions positionnés depuis très longtemps, comme tu as dit, depuis 2005. La saisie. Euh, Mm. voilà, on a commencé par la saisie. Évidemment, au fur et à mesure que l'économie s'est digitalisée, la saisie est devenue complètement inexistant comme marché. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés plus sur des prestations de back-office. Hein, dans le cadre, par exemple, de sites Internet qui a besoin de quantités gigantesques de catalogues produits pour lesquels il y a des fiches produits qui doivent être créées en grosse quantité, ce genre de prestations. Donc, on a toujours travaillé la data. Mais là, donc on a identifié que dans l'intelligence artificielle, on allait pouvoir continuer à exercer notre métier, mais sur un secteur qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant, et qui comporte des acteurs aussi
qui sont des sociétés à forte croissance. C'est ça qui nous intéressait, de sortir d'un contexte où nous étions quand même principalement une économie de coûts pour nos clients, qui déportaient des équipes donc dans des pays comme la France vers chez nous parce que c'était moins cher, à une logique où nous accompagnons nos clients pour leur permettre de scaler plus rapidement. C'est une logique qui est quand même beaucoup plus dynamisante et intéressante. Très bien. Voilà, donc c'est ce Alors, repositionnement qu'on a fait. Et puis à aujourd'hui, donc 70% de notre chiffre d'affaires à peu près est constitué de l'intelligence artificielle. Et on travaille pour des sociétés qui sont des sociétés extrêmement dynamiques sur le marché européen et un peu américain. On est très content de ce move. Et nos équipes aussi sont ravies de travailler sur ce genre de sujet. alors, vos équipes sont implantées où? À Madagascar et aux Philippines. Toujours, Et un d'accord. petit peu en Thaïlande. Très bien. Et alors, donc, est-ce que vous recrutez dans ces structures alors, je ne sais pas si vous avez le principe de stage, d'alternance, etc., dans ces pays-là, ou est-ce que vous recrutez en tout cas des jeunes diplômés, et notamment des jeunes diplômés français, enfin, qui ont fait leurs études supérieures en France plutôt? Ou Alors, jamais? des jeunes. Non, alors en pratique, jeunes diplômés qui ont fait des études en France, jamais. Je pense que c'est encore, pour une structure comme la nôtre, c'est encore assez difficile d'absorber des gens qui n'ont pas d'expérience du tout. On est une petite structure et ce que je trouve, c'est que pour une petite structure, c'est particulièrement compliqué. Par ailleurs, étant donné nos implantations à Madagascar et aux Philippines, donc on fait, hein, on a des partenariats avec les universités locales de manière à ce que les jeunes diplômés puissent quand même acquérir de l'expérience, parce que dans ces pays, c'est extrêmement compliqué d'acquérir de l'expérience. Et donc, je dirais que quand on le fait, on le fait vraiment avec des jeunes diplômés malgaches ou philippins, de manière D'accord. à vraiment apporter quelque chose aux pays dans lesquels on est implanté. C'est notre priorité. Non, mais c'est intéressant aussi. Très bien. Et alors, en dernière petite question, quel conseil donnerais-tu, donc tu vois, tu as fait l'EDEC il y a une trentaine d'années, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a du mal à s'orienter, qu'il soit en terminale ou même en seconde et qu'il doit choisir un petit peu sa spécialisation, ou qu'il soit en fin d'études à entrer sur le marché? Moi, je lui conseillerais de partir à l'étranger, faire n'importe quoi, ce qu'il trouve, de manière à s'aérer l'esprit, à se mettre dans un bain complètement différent. Et je pense que ça ouvre forcément des possibilités, parce que je pense que quelqu'un qui a du mal à s'orienter, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la maturité et ou l'environnement qui lui permettent vraiment de ressentir quelque chose de très fort qu'il ou elle a envie de faire. Et donc de se projeter dans un autre environnement et avec une expérience vraiment tombé comme ça, un peu, presque même un peu par hasard. Je pense c'est vraiment le fait de s'ouvrir et de suivre un petit peu le feeling, tout simplement. Et ben, je pense que ça va remuer des choses et ça peut créer un changement. Je pense que c'est une solution, c'est évidemment sûrement pas la seule, mais parce que ce qu'on cherche à ce moment-là, plutôt qu'à forcer les choses en rentrant dans des formations en fait, serait déjà le résultat d'une certaine décision. Je pense qu'au contraire, il faut s'ouvrir, s'exposer, voir d'autres choses, et là, il va y avoir des trucs. Je pense que ça a marché pour moi à plusieurs reprises. Je l'ai vu aussi autour de moi, et ce ne sera pas la seule solution, mais c'est une solution à laquelle je crois. Très bien. Tu es parti directement, toi, dès tes premières expériences, tu étais à l'étranger? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, puisqu'à l'époque, il y avait le service national qui était obligatoire. Et de toute façon, il fallait partir à l'étranger ou à l'armée. Ah, donc tu es parti en Asie dans le cadre de ton VSN, c'est ça? Et tu es resté? Je suis parti même faire 1 an d'université en accord d'échange dans une université là-bas. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le CSA. Très Et bien. ensuite, je suis Ok. resté.
Très intéressant. Donc, c'est bien ton école, ta formation qui t'a quand même projeté grâce à ce partenariat, cet échange. Donc, aujourd'hui, les écoles Tout poussent à fait. toutes à avoir une expérience à l'étranger. Certaines le rendent complètement obligatoire. Et effectivement, c'est une tendance que d'ouvrir les jeunes à l'international en les projetant dans leur cadre universitaire ou d'école. Extrêmement enrichissant, ça me semble essentiel pour être compétitif sur le marché du travail maintenant. Et je comprends que les écoles le rendent obligatoire. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre. Eh Je ben, vais merci, te souhaiter Marjorie. une bonne fin de journée, puisque pour toi, il est quand même un peu plus tard que chez nous. Merci. Merci. Au revoir.